messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Depuis les années 1970, les Coptes d'Égypte, la plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient, ont souvent été pris pour cible par les extrémistes. Des dizaines d'églises ont été incendiées ou saccagées à travers le pays. Les Coptes envisagent souvent leur futur avec inquiétude. Une partie de l'intelligentsia a même décidé de quitter le pays ces dernières années. Mais cette communauté conserve malgré tout sa place au sein d'une société égyptienne multiconfessionnelle. Le reportage de Jonathan Walsh. Une assemblée de femmes en noir a investi l'église. La paroisse de Beni Mazar a convié près de 800 veuves ce jour-là et leur offre des couvertures pour l'hiver. Nous sommes dans la province d'Al-Minya, l'une des plus pauvres d'Égypte. Ces aides sont souvent l'unique recours pour les plus démunis. Samar arrive du Caire pour aider à la distribution. Pour elle, le contexte incite plus que jamais à la solidarité. L'État ne peut pas tout faire. Nous sommes une grande famille. Nous pourrions tous être confrontés à la même situation. Et nous devons nous entraider face aux événements actuels. Après ce qui s'est passé à Alexandrie, au Caire, à Tanta et Al-Minya, le terrorisme est partout. À partir de fin 2016, une vague d'attentats sans précédent a frappé la communauté copte et continue à hanter les esprits. Je n'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur pour mon peuple. C'est triste, tous ces jeunes qui ont encore la vie devant eux et qui partent de manière brutale. C'est insupportable pour tout le monde. Myriam a enduré cette brutalité de la pire des manières. En mai dernier, elle se rend au monastère Saint-Samuel avec ses proches. Un voyage de 200 km à travers le désert. Des hommes en armes prennent d'assaut le convoi de pèlerins et abattent froidement une partie d'entre eux. La famille de Myriam est décimée. Elle en réchappe avec son tout jeune fils, blessé à la main. Ils nous tiraient dessus en criant Allahu Akbar et disaient que nous tuer était légitime. Comment est-ce possible? Nous sommes partis heureux, en famille, tous ensemble. Et au retour, je me retrouve sans mère, sans frère, sans mari. Aujourd'hui, je ne pense plus qu'à une seule chose, c'est partir avec mes enfants. Je ne supporte plus la vie ici en Égypte. J'essaye de partir par n'importe quel moyen. De nombreux chrétiens ont choisi l'exil ces dernières années, bien avant les attentats. Nous rejoignons Alexandrie sur les rives de la Méditerranée. Pourtant, l'Église maintient son emprise sur la communauté copte. Elle dépense même sans compter pour séduire les plus jeunes et n'hésite pas à s'inviter sur leurs écrans. L'évêque Morcos dirige 2 chaînes de télévision. Il nous présente la petite dernière. Kouji, c'est le personnage phare de la chaîne. C'est pour ça qu'on lui a donné son nom. Elle est destinée aux enfants jusqu'au lycée. Elle diffuse des émissions religieuses, culturelles et civiques. Le divertissement au service de l'éducation citoyenne, c'est son credo. L'évêque Morcos est aussi porte-parole de l'église copte. Il prend très au sérieux son rôle d'homme de télé. Il y a des idées patriotiques pour aimer et aider son pays, et aimer l'autre malgré sa différence. À l'église, on reste 1 heure,
Mais avec nous, ce sera 24 heures sur 24 et on ne s'ennuiera jamais. Entre l'Église et le pouvoir en place, la proximité est assumée. En janvier 2015, le président Abdel Fattah al-Sisi se rend à la cathédrale Saint-Marc pour la fête de la Nativité. Le patriarche copte Tawadros II est à ses côtés. Une première dans l'histoire de l'Égypte, retransmise en direct. Quelques extrémistes s'en prennent aux chrétiens, mais c'est contraire à la politique de l'État et à la Constitution. Franchement, grâce à Dieu, on vit une belle époque et on bénéficie d'une grande liberté. Sur le plan sécuritaire, l'Égypte a tout de même connu des jours meilleurs. La branche égyptienne du groupe État islamique est solidement implantée dans le Nord Sinaï. Les derniers chrétiens ont fui cette région en 2017 après une vague d'assassinats ciblés. La plupart habitaient la région d'El Arish. L'État a relogé une grande partie d'entre eux près d'Ismaïlia. C'est là que des déplacés acceptent de nous rencontrer dans une église. Pour certaines de ces femmes, le traumatisme est insurmontable. Ils nous ont attaqués avant même d'attaquer les militaires. Ils ont détruit notre maison, ils nous ont détruits. Les djihadistes, bien renseignés, s'en sont souvent pris aux chrétiens chez eux. Les hommes ont été plus particulièrement ciblés. Ma vie s'est arrêtée. J'ai perdu mon père, mon frère. Ma mère a été jetée à la rue. Leur maison a été détruite. On est parti dans ces conditions terribles. Les corps ont été emmenés à la morgue et je n'ai même pas pu y aller pour leur dire au revoir. L'armée égyptienne a payé un très lourd tribut ces dernières années. Elle fait l'objet de fréquentes attaques et ne parvient pas à reprendre la main dans le nord de la péninsule. Ils attaquent les chrétiens et les musulmans sans distinction. Les soldats qui sont morts sont musulmans et chrétiens. On a peur de retourner là-bas. Tant que la sécurité ne sera pas assurée, on n'y retournera pas. Tout le pays est en danger. Il ne s'agit pas seulement d'El Arish ou du Sinaï, mais là-bas le danger est plus grand qu'ailleurs. Depuis la Révolution, le terrorisme est très présent dans cette région. Quelques jours après cette rencontre, l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays frappe une mosquée à Bir El Abed, près d'El Arish. Un carnage qui fait plus de 300 morts, dont des dizaines d'enfants. Les terroristes ont montré qu'ils n'entendaient épargner personne. Nous rencontrons Eva Boutros au Caire, quelques heures à peine après l'attaque. Cette femme d'église coordonne des campagnes d'aide aux victimes d'attentats. Il y a pour elle une leçon évidente à tirer ce soir-là. La région où les chrétiens ont été persécutés et évacués, c'est aussi là que des musulmans ont été massacrés à l'intérieur de la mosquée. C'est le même démon qui attaque nos deux communautés. Cela nous rend de plus en plus unis face à ce qu'endure notre pays. Pour Eva, ce sentiment d'unité prévalait durant la Révolution. Son église évangélique était devenue un hôpital de fortune pour les blessés de la place Tahrir, située à 2 pas. Médecin de formation, Eva était alors aux commandes. Les musulmans qui venaient se faire soigner chez nous, c'était étrange pour eux. Ils n'auraient jamais pensé qu'un jour ils se trouveraient à l'intérieur d'une église. Il y a eu une forme de connexion, des élans d'amour que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'en ces temps difficiles, nous ne faisions plus qu'un. C'était incroyable. Eva joint les actes à la parole dès le lendemain. Elle se rend dans un hôpital d'Ismaïlia, au chevet des rescapés de la mosquée. Nous tentons de l'accompagner, mais les caméras ne sont pas les bienvenues. Nous la retrouvons peu après. Nous voulions qu'ils sentent que l'équipe de l'église venait ici pour pleurer avec eux, pour les soutenir. Ils ne sont pas blessés en raison des balles qui les ont touchés. Ils sont blessés parce qu'ils ne pensaient pas que des êtres humains étaient capables de commettre de tels actes.
La fête de Saint-Georges attire des centaines de milliers de pèlerins chaque année. Nous sommes à Rizaigat, à 40 km au sud de Luxor. En ce mois de novembre 2017, l'affluence ne montre aucun signe de faiblesse. C'est obligé, on vient tous les ans. On se rassemble en famille, on voit des proches qu'on n'a pas vus depuis un an. C'est le seul moment où on peut tous se retrouver pour passer un bon moment ensemble. On aime la fête et les chants sacrés. Durant une semaine, les dévots se pressent pour honorer leur saint patron et obtenir sa bénédiction. Tous ne sont pas coptes. La mixité religieuse est la norme lors de ces rassemblements. Ici, tu trouves des chrétiens, des musulmans sans distinction. En Haute-Égypte, la cohabitation entre nos deux communautés est exemplaire. Mais des esprits pervers sèment le trouble et cherchent à nous diviser. On n'a pas peur. Quand nous sommes entre les mains de Dieu, on n'a pas peur. Malgré les menaces et les attaques, nous restons debout. Dans un pays menacé par l'extrémisme, cette foule en liesse a valeur de symbole. Les pèlerins assument fièrement leur tradition et affichent un front uni face au piège du sectarisme. Alors restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. Qui connaît Xi Jinping ? 6 ans après son accession à la tête du pays le plus peuplé de la planète, le président chinois reste un mystère. L'homme qui n'accorde jamais d'interview soigne son image grâce à un culte de la personnalité jamais vu en Chine depuis Mao Zedong. Le président chinois est omniprésent et ultra populaire. Et au-delà des frontières de l'empire du milieu, Xi Jinping passerait presque pour un homme lisse. Pourtant, l'homme qui tient les rênes de la deuxième puissance économique mondiale cache derrière son sourire enjôleur un tout autre visage, celui de l'un des leaders les plus autoritaires de la planète. ONG étrangères interdites, avocats des droits de l'homme emprisonnés, Internet censuré, la société civile est plus que jamais verrouillée. Mais pour la majorité des Chinois, leur président est un homme intègre qui lutte contre l'un des pires fléaux du Parti communiste chinois, la corruption. Et depuis quelques jours, le Parti communiste a modifié sa constitution pour faire de lui un président à vie. Le portrait du nouvel empereur de Chine est signé Antoine Védéier et Charlie Wang. L'allure bonhomme, mais l'assurance de celui qui se sait intouchable. Xi Jinping s'avance vers un pouvoir illimité et sans partage. Les 3000 députés chinois ont supprimé la limite de 2 mandats présidentiels. C'est le sacre de l'homme fort de la Chine qui s'est imposé grâce à un culte de la personnalité. Sur ce marché des antiquités à Pékin, le culte de la personnalité autour de Mao Zedong reste intact 40 ans après la mort du grand timonier. Mais désormais sur les étals, on trouve aussi des bustes à l'effigie de Xi Jinping. Il y a pas mal de gens que ça intéresse. On fait ça parce qu'on le respecte. C'est le grand homme de notre époque. Il a gagné le cœur du peuple. Aujourd'hui, le président Xi Jinping s'invite lui aussi dans les foyers chinois sur des posters, des tasses, des assiettes. On le met à la maison pour protéger son foyer et apporter la fortune. Xi Jinping, un président porte-bonheur, le plus populaire depuis Mao. Les Chinois le surnomment même Xi Dada, Tonton Xi. Je pense que ce surnom, c'est une marque de respect. Je trouve qu'il gouverne très bien. Je l'adore.
Je trouve que sa politique pour le pays est vraiment très bien et bonne pour le peuple. Une stature d'homme indispensable que le président chinois s'est forgé en renforçant davantage son contrôle sur la presse. Ça se vend bien. J'ai déjà tout vendu et cet exemplaire, c'est le dernier. Le visage du maître de Pékin s'affiche régulièrement en une de la presse et en ouverture des journaux télévisés. L'écrivain Mu Zhongchuesun, dont les livres sont interdits par le régime, dénonce cette omniprésence. Là, en une, le grand titre, c'est Xi Jinping, blablabla. Je ne veux même pas vous lire la suite. Et il est aussi là, juste en dessous. Ces dernières années, il ne se passe pratiquement pas une journée sans avoir la photo de Xi dans les journaux officiels. Tous les médias sont aux ordres. En 2016, il s'offre une visite aux rédactions des grands médias chinois. L'accueil est triomphal. Comme un symbole, il s'assoit même sur le siège d'un rédacteur en chef. Grâce à cette machine de propagande, il est non seulement le dirigeant politique du pays, mais aussi le maire de la pensée et l'idole du peuple. C'est un modèle de morale. En fait, c'est comme si c'était Dieu. La presse fait souvent écho au programme ultranationaliste du président. C'est le rêve chinois de Xi Jinping. Sous sa présidence, le patriotisme est exacerbé, la puissance militaire réaffirmée. Xi Jinping n'hésite pas à se mettre en scène en chef des armées lancées à la conquête du monde. Son objectif, redorer le blason de la Chine. Cette théorie du rêve chinois lui aurait été soufflée par cet ancien colonel de l'armée rouge. Il parie sur le déclin des États-Unis pour faire de Xi Jinping et de la Chine les maîtres du monde. Le rêve chinois, c'est quoi? Pour vous le résumer, c'est la renaissance de la nation chinoise. D'abord, il faut que la Chine dépasse les États-Unis au niveau économique. Et ça se fera de façon très rapide. Ensuite, au niveau des valeurs, la Chine passera devant les États-Unis et ce seront les valeurs chinoises qui domineront le monde. Avant de devenir peut-être le maître du monde, Xi Jinping s'est imposé comme le leader incontestable de la Chine en éliminant ses opposants et en mettant au pas la société civile. Depuis son arrivée au pouvoir, Xi Jinping mène une campagne de lutte anticorruption. Cela l'a rendu populaire et lui a aussi permis d'éliminer ses opposants politiques. Plus de concurrence au sein du parti et plus de place pour les voix dissidentes dans la société civile. Alors que Xi Jinping s'est ouvert la voie vers une présidence à vie, ce célèbre dissident s'inquiète de nouvelles dérives autoritaires. Aujourd'hui, la Chine est déjà effrayante. Le pays est géré par l'idéologie et les armes. Avec cette modification, Xi Jinping va encore renforcer le contrôle sur ses fonctionnaires. Le but de cette modification de la Constitution, c'est de s'approprier tout le pouvoir. Grâce à ce monopole, il peut prendre toutes sortes de mesures pour verrouiller la société. Le régime ressemble de plus en plus à la Corée du Nord. Depuis le changement de la Constitution, un photomontage circule sur les réseaux sociaux chinois. Le portrait de Xi Jinping a remplacé celui de Mao à l'entrée de la cité interdite à Pékin. Une image vite censurée. On ne plaisante pas avec le nouvel empereur de Chine. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Alors que l'avenir de la frontière en Irlande perturbe les négociations sur le Brexit, on parle moins de la question de Gibraltar, territoire britannique. Pour Madrid, Gibraltar sortira de l'UE avec le reste du Royaume-Uni, sauf en cas d'accord avec Londres, qui pourrait aboutir à un partage de souveraineté. Mais cela reste hors question pour Londres et pour de nombreux Gibraltais et Espagnols qui profitent des circonstances économiques actuelles. Reportage de nos envoyés spéciaux Chris Moore et Karim Yayaoui.
Depuis le vote sur le Brexit, les nuages planent au-dessus de Gibraltar. Ce rocher stratégique à l'entrée de la Méditerranée n'est séparé de l'Espagne que par une piste d'atterrissage. Gibraltar appartient à la couronne britannique depuis 3 siècles et son influence est visible partout. Mais l'identité des habitants est aussi marquée par les échanges avec l'Espagne et la Méditerranée. On retrouve Tito Vallejo au pied d'une statue de Nelson, le vainqueur de Napoléon à Trafalgar. Tito est historien et viscéralement gibraltarien. On l'appelle la porte du référendum, en souvenir du grand référendum de 1967 où nous avons dit que nous ne voulions pas être espagnols. Et vous ne voulez toujours pas? Pas question. Mes 2 noms disent tout de moi, je suis Vallejo Smith. Ma mère était anglaise et mon père avait des origines espagnoles. Alors que suis-je? Je suis gibraltarien. L'identité des habitants de Gibraltar s'est aussi forgée en réaction aux revendications de Madrid sur le rocher. Chaque semaine, Tito, qui est aussi un ancien sergent de l'armée, retrouve ses amis pour des reconstitutions historiques. C'est notre caserne, si vous voulez appeler ça comme ça. Chacun a son casier avec son uniforme. Ici, vous pouvez voir le mien. Tito nous déballe ses trésors, ses costumes, ses armes, ses reliques d'un passé glorieux. Une nostalgie teintée de patriotisme. Pourtant, Tito, comme l'immense majorité des habitants de Gibraltar, a voté pour rester dans l'Europe. J'ai voté pour rester. Nous obéissons à nos hommes politiques, nous avons confiance en eux et si ce n'est pas le cas, on les pend à l'arbre le plus proche. À Gibraltar, tout le monde connaît tout le monde. Si vous êtes corrompu ou autre chose de ce genre, on vous attrape et on vous pend à l'arbre le plus proche. Du côté du gouvernement de Gibraltar, on s'inquiète beaucoup plus des effets du Brexit que de l'hypothèse d'être pendu à un arbre. Les habitants de Gibraltar sont des Européens enthousiastes. 96% ont voté pour rester dans l'Union européenne. Nous sommes dans une situation où nous ne voudrions pas être. On doit quitter l'Europe parce que le Royaume-Uni a voté pour ça. Alors comment les gens vont passer notre frontière une fois que nous ne serons plus en Europe? Ce jour-là, à la frontière, le temps est typiquement britannique. Une frontière peut-être parmi les plus étranges au monde. Piétons et automobilistes doivent traverser la piste d'atterrissage pour accéder au rocher. Chaque jour, ils sont une dizaine de milliers d'Espagnols à venir travailler côté britannique. La plupart des travailleurs viennent de la ville espagnole voisine de la Linea de Concepción, rongée par le chômage. C'est le trajet qu'emprunte chaque jour Lorenzo pour aller travailler dans un fish and chips. Pour lui, comme pour beaucoup, l'accès au travail à Gibraltar est vital. Une fermeture de la frontière rappellerait de douloureux souvenirs. Je suis né ici, mais mon père travaillait à Gibraltar. Franco a fermé la frontière et nous avons tous dû émigrer. Alors, on est allé en Angleterre et on a vécu plusieurs années à Londres. Ma vie ici n'est pas mal. Ici, personne n'a de boulot. Mais je dois aller à Gibraltar. Je n'aime pas aller là-bas chaque jour. Je préférerais travailler ici, mais il n'y a pas de job ici. Ici, pour Lorenzo, les horaires ne sont pas trop pénibles. Et il gagne environ 1 200 € par mois, soit 30% de plus que ce qu'il gagnerait en Espagne. Dans ce restaurant, pas de tapas. Le fish and chips est roi, mais surtout, les pourboires sont bien meilleurs que côté espagnol. Je suis espagnol, mais j'aimerais que cet endroit reste britannique pour toujours. Lorenzo rêve d'un statu quo, mais il n'est pas le seul. L'économie de Gibraltar est florissante grâce à un régime fiscal attractif et l'accès à un immense marché européen. Mais tout cela pourrait être remis en cause par le Brexit. Security. Hello, it's Chris and Karim from France 24. Yes, I'll open the gate for you, sir. Thank you. Dans les entrailles de la montagne, nous rencontrons Luis Garcia. Hello, Luis. Yes, Chris. Hi, Chris. Nice to meet you. C'est le tunnel de l'Amirauté. Il a été creusé en 1898. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été utilisé comme centre de commandement. C'est la pièce où le général Eisenhower a passé une douzaine de jours pour superviser l'organisation de l'opération Torche. Le plan était de reprendre l'Afrique du Nord aux mains des nazis. Luis Garcia n'est pas un spécialiste de l'histoire militaire. Nous sommes là pour qu'il nous montre de puissants serveurs informatiques cachés dans la montagne. Ce sont les espaces de stockage que nous louons à nos clients. Et quels sont vos principaux clients? La majorité sont des sociétés de jeux en ligne.
Les jeux en ligne représentent 25% de l'économie de Gibraltar. Le secteur emploie quelques 3500 personnes. Les sociétés présentes sur ce rocher de 6 km² génèrent un tiers des bénéfices de l'industrie mondiale des jeux en ligne. Le fait que Gibraltar fasse partie de l'Europe permet à ces sociétés d'obtenir des licences en France, en Espagne ou en Italie, ce qui serait plus compliqué avec le Brexit. Jusqu'à ce que nous sachions exactement ce que le Brexit implique, personne ne sait vraiment comment cela va affecter les entreprises, et pas seulement les jeux en ligne. Le fonctionnement quotidien de nombreuses entreprises pourrait être affecté par le Brexit. L'avion en provenance de Londres se pose sur ce rocher à la fois si loin et si proche de la Grande-Bretagne. La barrière se lève pour laisser passer le flot de travailleurs espagnols qui rentrent chez eux. Ils espèrent, tout comme les Gibraltariens, qu'un référendum voté à 2000 km de là ne bouleverse pas profondément leur vie. Le 5 novembre 2015, un barrage de rejet minier rompait dans l'état brésilien du Minas Gerais, provoquant la mort de 19 personnes, ravageant plusieurs villages et polluant pour des années un fleuve entier. Plus de 2 ans après cette catastrophe écologique, les sinistrés qui ont tout perdu vivent toujours d'une aide d'urgence. Leurs indemnisations, comme la reconstruction du principal village, traînent en longueur. Pendant ce temps, aucun dirigeant de l'entreprise Samarco, responsable du barrage, n'a été jugé. L'entreprise fait tout pour redémarrer ses activités. Reportage signé Fanny Lotter. Dans l'état du Minas Gerais, au milieu des ruines couleur ocre, de la végétation et des restes du passé, Bento Rodrigues est aujourd'hui un village fantôme. Ma maison se trouvait juste là. J'ai tout perdu, ma maison, mon histoire. Il n'y a que la vie que je n'ai pas perdue, grâce à Dieu. Le 5 novembre 2015, le village de Kaila est presque entièrement détruit. Ce jour-là, le barrage du Fondão, construit par l'entreprise minière Samarco, se rompt. Des dizaines de millions de mètres cubes d'eau chargés de minerais ravagent tout sur leur passage. 19 personnes meurent, dont 13 employés de l'entreprise. C'est la plus grande catastrophe écologique de l'histoire du Brésil. Un tsunami de boue toxique qui pollue le fleuve Rio Doce sur plus de 600 km, tuant des tonnes de poissons. Plus de 2 ans et demi après, les sinistrés de Bento Rodrigues ont été relogés à 30 km de là, dans la petite ville de Mariana. C'est ici que Kaila Vardelli vit désormais. C'est ici que je vis. Il y a 3 étages. Moi, je vis au premier, mon beau-père au 2e et ma belle-sœur au 3e. Leur loyer est payé par l'entreprise Samarco. L'appartement est petit, mais ça va. Kaila vit ici avec son mari, ses 2 enfants et sa grand-mère. Chaque mois, comme les autres 8000 réfugiés et pêcheurs touchés, elle reçoit une compensation de 340 €. Pour moi, cette indemnisation, ces papiers, c'est juste un détail. Ce que je veux vraiment, c'est ma maison, pouvoir rentrer chez moi. Rentrer chez eux à tout prix. La compagnie minière leur promet un nouveau village, plus sûr, loin des barrages, mais difficile d'y croire. Ils prévoient de tout finir pour mars 2019, mais ils n'ont même pas encore démarqué le terrain. Moi, je pense que ça va prendre du temps. Je suis sûre qu'on n'aura pas nos maisons l'année prochaine. En attendant, Kaila essaie de reprendre son activité professionnelle. Elle dirige une coopérative de confiture de piment avec sa belle-sœur. À cause de la catastrophe, elles avaient tout perdu. Ça, ce sont les piments qu'ils ont achetés pour nous. On allait tout récolter le lundi, mais le barrage a craqué 4 jours avant. On a tout perdu. C'était leur obligation de remplacer ce stock perdu. Une obligation à la charge d'une fondation, Renova, créée en août 2016 suite à un accord entre l'entreprise Samarco, ses actionnaires et les autorités publiques. Elle coordonne tout le processus de réparation. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu comme pièce aujourd'hui? Leur projet phare, le voici, la restauration de reliques provenant des églises détruites. Notre-Dame de la Conception, patronne de l'église de Gestera.
Un chantier de 15 millions d'euros, alors que la majorité des victimes n'ont pas été indemnisées. Critiquée pour sa lenteur, selon Andrea Azevedo, directrice du programme, Renova n'est pas responsable. On a un échéancier pour que la majorité des indemnisations, peut-être 90%, soient payées en juillet. Pour Mariana, c'est plus long, car c'est la communauté elle-même qui a demandé des révisions sur les critères d'indemnisation. Aujourd'hui, on a dépensé environ 760 millions de reais d'indemnisation et on prévoit de dépenser jusqu'à 2 milliards de reais. La fondation est pointée du doigt pour son manque de transparence. Les associations de victimes s'estiment tenues à l'écart. Alors Renova cherche à redorer son blason. À côté du village de Baralonga, presque entièrement reconstruit par la fondation, la ferme d'Adeline et Raphaël est devenue un modèle. C'est un projet pilote pour mettre en avant les autres travaux réalisés ici. On a installé un système de piquets, de fosses et de barrages. Renova veut faire la même chose sur les autres propriétés, donc ils emmènent les habitants pour qu'ils découvrent ce projet. 212 familles devraient bénéficier de ce projet de tourisme rural. Mais l'eau de la rivière reste toujours un problème. Renova assure pourtant que l'eau du Rio Doce n'a jamais été aussi propre. L'eau est comment maintenant? Les stations de contrôle font des prélèvements tous les mois. Sur certains tronçons, l'eau est dans les normes. Et à d'autres endroits, elle est à la limite des taux acceptés par la loi brésilienne. Je vous donnerai les données. Mais on peut pêcher? On ne sait pas encore si c'est permis. On n'a pas encore fait d'études là-dessus. Après le drame, la Samarco a suspendu l'extraction. La compagnie tente maintenant de récupérer toutes les autorisations nécessaires pour réouvrir la mine. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Dans la mythologie grecque, Europe est une jeune phénicienne que Zeus, déguisée en taureau, kidnappe avant de la posséder. Aujourd'hui, même si cette histoire est rarement célébrée dans les 28 États membres de l'Union européenne, les rapports de domination homme-femme n'ont pas disparu sur le continent. En moyenne, dans l'UE, les femmes gagnent 16% de moins que les hommes. Pourquoi ? Comment lutter contre cette injustice? Virginie Hertz nous en dit plus. En matière d'égalité homme-femme, le continent se veut exemplaire et pourtant de nombreuses discriminations subsistent, notamment sur les questions des salaires. En moyenne, les Européennes gagnent 16% de moins que les Européens. Pourquoi? Comment lutter contre ces injustices? C'est le thème de ce dossier spécial. Être une femme qui travaille est encore malheureusement synonyme d'être moins bien payée. Et pour cause, à travail égal, les Européennes gagnent en moyenne 16% de moins que les Européens. Au rang des mauvais élèves, l'Estonie, dont l'écart de rémunération avoisine les 28%, ou encore la Lettonie et ses 21% d'écart. Globalement, le constat est assez clair. Les postes à responsabilité sont plus souvent attribués aux hommes. Et c'est chez les cadres que les différences salariales sont les plus fortes. Dans cette catégorie, la jante masculine gagne 28% de plus que ses collègues féminines. Alors en termes d'égalité salariale, quand on est une femme européenne, il vaut mieux être italienne, belge, luxembourgeoise ou roumaine. Là-bas, l'écart de salaire est d'environ 6%. Des chiffres qui peuvent en partie s'expliquer par la manière de recruter, moins sur les diplômes que sur les compétences. En France, l'écart salarial entre un homme et une femme est environ de 13%. Et pour mieux se rendre compte, c'est comme si depuis le 7 novembre, à 16h34 précise, les Françaises avaient travaillé gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Outre-Atlantique, les États-Unis et le Canada ne sont pas un exemple non plus. Les femmes gagnent en moyenne 18% de moins que leurs compatriotes masculins.
seulement 2 femmes qui ont présidé le Parlement européen. Saviez-vous que dans la mythologie, Europe est une jeune phénicienne que Zeus, déguisé en taureau, kidnappe avant de la posséder? Cette histoire aujourd'hui est rarement célébrée par les 28, mais on en trouve encore quelques représentations, comme sur cette pièce de 2 €. L'héritage des rapports de domination n'a pas complètement disparu. Je vous propose à présent d'aller à la rencontre de Maria Arena, eurodéputée et membre de la Commission droits des femmes au Parlement européen. Maria Arena, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Alors, comment faire en sorte qu'enfin les Européennes gagnent autant que les Européens? Certains pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'Islande commencent à forcer les entreprises à la transparence salariale et permettent par exemple aux femmes de savoir combien gagnent leurs homologues masculins. Est-ce que c'est une piste généralisable? Alors bien sûr, c'est généralisable parce que, comme vous le savez, dans le cadre des traités européens, il y a un article qui dit que nous ne pouvons pas discriminer les hommes et les femmes. Donc il y a vraiment une loi anti-discrimination. La transparence est bien entendu un outil qui lui permettra de savoir, mais aussi de souvent mieux négocier. Alors je dirais aussi que ce que nous devons faire, et on voit qu'il y a une corrélation avec les représentations syndicales, mais aussi les traductions des conventions collectives. Donc il y a des négociations qui se passent dans certaines branches professionnelles avec les syndicats et les patrons, et ces conventions, plus elles sont rendues obligatoires pour toutes les entreprises, plus elles rendent les discriminations moins possibles au niveau des hommes et des femmes. Et donc on devrait aller vers ce système-là aussi. Alors, est-ce que l'Union européenne peut aider sur ces questions? On a l'impression quand même que l'Union européenne est très en retrait. Pourquoi? Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les directives, qui sont des directives sociales au niveau européen, ont du mal à passer la rampe. C'est-à-dire que nous avons des propositions qui viennent du Parlement européen, qui disent qu'il faut aller plus loin que ce que nous avons aujourd'hui, mais nous n'avons pas toujours les initiatives qui viennent de la Commission européenne pour pouvoir attaquer le problème. On est en train de travailler, par exemple, aujourd'hui sur la directive sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle, qui est une des raisons pour lesquelles il y a aussi ce différentiel salarial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la femme a toujours à sa charge l'organisation familiale, l'employeur a tendance à offrir moins à la femme parce qu'il sait qu'elle sera moins disponible. Et donc nous sommes en train de travailler sur une directive européenne pour l'équilibre entre la vie privée et vie professionnelle, pour donner des congés paternels et des congés parentaux aux pères. Et aujourd'hui, ce qui bloque, ce n'est pas l'Europe en tant que telle, mais ce sont les États membres. Et donc aujourd'hui, Quels États membres, par exemple? Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'États membres qui freinent. La France, aujourd'hui, n'avance pas sur cette question au niveau du Conseil européen, mais les Pays-Bas non plus. Les pays scandinaves estiment qu'ils ont déjà suffisamment et donc ils n'ont pas envie de mettre ça au niveau de l'agenda européen. Et donc on a parfois une timidité en mettant toujours plus tard la question de l'équilibre et de la non-discrimination à l'égard des femmes. On a un peu l'impression que ce n'est pas une priorité pour les États membres. Alors il y a quelques mois, un eurodéputé polonais s'est exprimé et a dit en fait finalement si les femmes sont moins payées que les hommes en Europe, c'est parce qu'elles sont plus faibles. J'aimerais bien votre réaction. On va juste en regarder un extrait tout de suite. And of course, women must earn less than men because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. Mire, señor diputado, según usted, según sus teorías, yo no tendría derecho de estar aquí como diputada. Y sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted. Ce cas est certainement isolé, il y a eu une enquête du Parlement européen. Néanmoins, est-ce qu'il y a une forme de sexisme quand même au sein du Parlement européen et au-delà, au sein des institutions européennes? Alors effectivement, ce cas est un cas isolé et je pense qu'il s'est fait de la publicité en Pologne en prenant une attitude aussi radicale que celle-là. On sait que dans certains parlements, en Islande par exemple, sur les questions d'égalité hommes-femmes, il y a une sorte de solidarité féminine et que toutes les femmes, quels que soient les partis, avancent ensemble sur la question. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas ici au Parlement européen? Alors oui, malheureusement, les femmes au Parlement européen sont minoritaires et donc si on ne compte que sur les femmes
pour travailler sur l'égalité entre les hommes et les femmes, nous n'y arriverions jamais. Et donc nous avons besoin des hommes féministes pour travailler sur ces questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc nous avons aussi besoin des hommes malgré les solidarités féminines. Je dois aussi dire qu'il y a certaines femmes qui plaident à l'encontre des droits des femmes. Et si on a entendu ce député polonais extrême traiter les femmes de choses inférieures, eh bien on a aussi parfois des femmes ici au Parlement européen qui disent à peu de choses près la même chose. Justement, dernière question, dans certains pays on sent un retour en arrière, certaines valeurs conservatrices qui reviennent et justement des reculs des droits des femmes, je pense notamment à la Pologne. Globalement, vous, votre sentiment au niveau européen, est-ce que ça avance, ça progresse? Est-ce qu'on va pouvoir réduire l'écart salarial entre hommes et femmes et faire avancer les droits des femmes en général, ou au contraire, il y a de la résistance? Alors, il y a malheureusement de la résistance. Il y a deux phénomènes. Il y a un premier phénomène où, pendant quelques années, on n'a pas considéré cette question comme étant prioritaire. Et ça, c'était pas du conservatisme, c'était, en général, vous savez, on a autre chose à faire. On a eu la crise financière en 2008. Et donc, ça n'a pas été mis à l'agenda prioritaire de l'Europe. Et aujourd'hui, on a un deuxième phénomène que l'on rencontre, c'est la montée des conservatismes et des modèles traditionnels de la famille où la femme doit rester le pilier de ce modèle traditionnel familial en fait. Et donc on doit lutter contre ces deux tendances, qui est une tendance passéiste et une tendance conservatrice qui souvent se rencontrent à certains moments. Et donc oui, on a besoin de plus de féminisme et plus d'engagement aujourd'hui qu'on en aurait eu besoin hier. Je vous remercie beaucoup. Merci. Avec un écart de salaire moyen entre hommes et femmes de 7%, la Belgique fait figure de bonne élève de l'Europe. Comment est-elle parvenue à ce résultat? Reportage dans des entreprises de nos correspondants sur place. Impossible de les rater, en plein milieu de l'open space. Dans ces classeurs, les salaires de tous les employés sont consultables, y compris celui de la directrice générale. C'est même elle qui a tenu à mettre en place ce système. Ça permet d'éviter des croyances aussi, parce que certaines personnes pourraient créer des mythes autour d'eux au niveau de leur rémunération qui ne l'est peut-être même pas sur le papier. Donc il faut qu'il envoie un mail à Leuven et à... Quand elle a fondé cette entreprise de logistique en 2013, Inde Boulbayem n'imaginait pas une seconde payer moins les femmes que les hommes. Aujourd'hui, elle ressent tous les jours les bénéfices de cette politique. Les femmes vont se sentir beaucoup plus responsabilisées, beaucoup plus importantes et donc vont prendre des meilleures décisions et s'impliquer beaucoup plus. Et donc l'impact positif à court et à long terme est réel et mesurable. Félicia est revenue de congé maternité il y a 6 mois. Elle fait les amortissements. En contrat à durée déterminée, elle devrait prochainement signer un CDI. Je me mets à la place des autres gens aussi qui travaillent dans les autres sociétés et qui n'ont pas cette égalité-là. C'est démotivant en fait. Pour instaurer plus d'égalité salariale au sein de son entreprise d'événementiel, Yasmine a fait appel au service de cette société. Je voulais faire en fin de compte une analyse sur les différences hommes-femmes, les gens qui sont rattachés à un même rôle. Ouais, voilà. Depuis 4 ans, elle utilise un logiciel qui ajuste les salaires et les augmentations en fonction de critères bien définis. Il s'appuie sur 3 critères principaux, les compétences des individus, les performances et les talents. Quand on prend la notion de talent toute seule, il y a moyen d'être assez subjectif, mais il faut s'intéresser aussi à ce qu'on appelle les compétences, c'est-à-dire ce que la personne possède aujourd'hui, ça c'est le présent, et on doit s'intéresser également à la performance, c'est-à-dire ce que la personne a fait dans le passé. Et donc du coup on arrive vers l'objectivité par la combinaison des perspectives. Une application promise à un bel avenir selon son créateur. Reggie Charles Degen commence à proposer son logiciel à des entreprises en Islande, où l'égalité salariale est obligatoire depuis le 1er janvier. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.